Je vous présente aujourd'hui notre 412e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. L'Arabie Saoudite demande désormais à la Russie de stopper net ses bombardements en Syrie. Dans le même temps, on apprenait hier que l'information quant à des victimes de ces bombardements autres que Daesh était tombée avant que le décollage des avions de chasse russes n'ait lieu. Il faut suivre. Assiste-t-on, selon vous, Président, à une guerre médiatique totalement manipulée? Elles le sont toujours. Même la Deuxième Guerre mondiale comportait un secteur d'espionnage intellectuel et de manipulation des opinions, par les radios en particulier, plus encore aujourd'hui avec la télévision et le net. Bon. Par conséquent, les conflits seront toujours complexes et obscurs pour la plus grande partie des gens. En l'occurrence, la situation en Syrie devient un véritable imbroglio avec des gens qui semblent d'un côté avoir allumé le feu et protestent contre le fait que d'autres voudraient l'éteindre tout en trouvant des solutions pour que les avions ne se percutent pas en vol puisqu'il s'agit d'avions de nationalités différentes et quelquefois un petit peu rivales, il faut le dire. Je suis frappé d'une chose, c'est l'impuissance de la Syrie à contrer sur le plan de la propagande l'officine qui est située à Londres et qui évidemment est rebelle et qui constitue en quelque sorte la source principale des informations qui sont diffusées. Et en particulier celle qui attribue au régime d'Assad 95% des morts. Et l'accusation, et profère l'accusation qu'il massacre sa population. Il est bien évident que s'il n'y avait pas de rebelles, il n'y aurait pas de contre-attaque de l'État syrien. C'est évident ça. Donc c'est une situation corruptrice de l'esprit public international et l'arrivée des Russes va sans doute clarifier un peu la situation. Il va falloir se déterminer pour ou contre. L'attitude de la France là, est parfaitement incompréhensible et tout à fait incapable en tous les cas d'empêcher Daesh de poursuivre son avance. Alors justement, vous parliez de la France qui justement vient de lancer une procédure judiciaire contre le gouvernement syrien pour crime contre l'humanité. Est-ce que tout cela vous semble bien sérieux? Non, c'est délirant, ça. Ces donneurs de leçons de morale internationale que sont devenus nos dirigeants sont insupportables. Que la France s'occupe de ses propres affaires, qu'elle remplisse la mission internationale qu'elle s'est assignée dans cette partie du monde, mais les leçons de morale, on s'en passerait, et les poursuites judiciaires de M. Hollande sur le plan international ne pèsent pas lourd. Et alors la Fondation du Grand Orient de France veut récolter plusieurs centaines de millions d'euros afin d'aider les clandestins de Calais. Quel est le but de l'initiative de cette loge maçonne, Président? Eh bien écoutez, je pense qu'il entre dans la philosophie maçonnique de soutenir l'internationalisme, ou plus exactement le mondialisme, et qu'ils aident les migrants par priorité, en espérant qu'ils vont s'installer et les aider à s'installer. Mais d'ailleurs, M. Cazeneuve proposait aussi qu'on bâtisse, je crois, 1200 logements. Ça n'est pas une manière de résoudre le problème. Le problème peut se résoudre en laissant passer ceux qui veulent aller en Angleterre, mais il semble que le gouvernement français défende plus farouchement la frontière quand il s'agit de la frontière britannique que de la frontière française. Oui, alors Philippe de Villiers affirmait hier sur RMC que l'Europe est en train de fabriquer, je cite, un Kosovo islamique et que la classe politique française était achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Rejoint-il votre analyse selon vous? Oui, mais Philippe de Villiers, maintenant libéré en quelque sorte un peu de la tutelle qu'exerçait sur lui l'UMP par le Conseil général de Vendée, parle librement et comme c'est un patriote, il parle un petit peu comme nous, n'est-ce pas? Même beaucoup comme nous. Ce qu'il dit est vrai. Cela étant, le Qatar et l'Arabie Saoudite seront elles-mêmes dévorées par la révolution islamique dont on ne mesure pas la dimension immense
compte tenu du fait que la volonté révolutionnaire arabe actuelle est d'établir le califat. C'est-à-dire, leur ambition est un petit peu comparable à celle du communisme, c'est-à-dire s'emparer du monde entier. Et la cible la plus proche, c'est l'Europe. Donc dès que la situation aura au Moyen-Orient évolué en faveur de Daesh, eh bien, ils passeront à l'action suivante. Et nous sommes à la vérité. La guerre est déjà déclarée, c'est fait. Nous sommes en guerre. C'est pour ça que les discours, les colloques, les réunions, les mythes, tout ça, nous sommes en guerre. Et nous devons nous préparer à défendre notre territoire, notre peuple, sa sécurité, son indépendance. Ce n'est pas du tout ce qui semble préoccuper les dirigeants politiques français. Ils préfèrent la philosophie du déni, c'est-à-dire de ne pas voir ce qui se passe réellement. Et ceux qui le disent, eh bien, sont mis à l'index. Et c'est de regretter notre ami Guy Béard, qui vient de quitter la Terre, qui avait fait cette chanson. Il a dit la vérité, il sera exécuté. Bien, merci. Alors, revenons toujours en France à Nadine Morano, interdite d'élection régionale désormais par son propre parti. Tiens, elle aussi. Oui, rejetée, conspuée. Contagieux. Lâchée par son président Nicolas Sarkozy, auquel elle était extrêmement fidèle. Tiens. Pour l'unique raison d'avoir eu le malheur de dire que la France est un pays de race blanche. Vous avez pris sa défense. Pouvez-vous revenir sur le sujet? Écoutez, Nadine Morano a cité le général de Gaulle. Mais il est vrai que depuis 50 ans que cette phrase a été prononcée, la coloration globale de la France s'est modifiée, encore que, il faut savoir que les populations de l'Afrique blanche, excusez-moi, c'est-à-dire le Maghreb et le Machrek, oui, sont des blancs. Oui. Bon, quand on parle de l'Afrique subsaharienne, on dit, est-ce qu'on peut encore dire l'Afrique noire? Je ne sais pas. Mais il est bien évident que Nadine Morano n'a pas voulu blesser nos compatriotes de couleur. Et il est évident que la France, il y a une majorité, pour l'instant en tout cas, de blancs renforcés par l'immigration maghrébine, et il y a aussi des noirs qui sont des citoyens français, souvent de très ancienne date, plus ancienne date que les Niçois pour certains d'entre eux, et qu'il y a des gens de couleurs différentes, et que ça n'est pas ça qui compte, à nos yeux en tout cas. Pour le Front National, en tous les cas, sont français, ceux qui aiment la France, sont prêts à faire pour elle des sacrifices, y compris éventuellement le sacrifice de leur vie. Merci beaucoup, Président. Alors, la suite de ce blog est consacrée, comme nous l'avions promis la semaine passée, essentiellement à vos lectures, que nous avions un peu laissées de côté ces dernières semaines. Vrai, ça ne m'a pas empêché de lire. Certainement. Et bien justement, donc il faudrait désormais que vous nous en parliez. Alors une voilà première. Une monographie qui me touche de près, puisque elle est d'Ilya Glazunov, qui est le grand peintre russe que l'on sait, qui écrit un livre, enfin c'est plutôt un chapitre de sa saga personnelle, le blocus de Leningrad, souvenirs d'enfance 1941-1944, et c'est édité à Economica. Bon. Ilya Glazunov raconte la tragédie du blocus de Saint-Pétersbourg, devenu alors Leningrad. Il accuse même, me parlant à moi, il accuse Staline de n'avoir rien fait pour rompre l'encerclement de Leningrad, alors qu'il y avait, me dit-il, à 50 km ou 100 km, deux armées soviétiques qui ne sont jamais intervenues. Il faut savoir qu'à Leningrad, il est mort 2 millions de gens de faim. Et parmi ces gens-là, le papa et la maman de Glazunov, il a vu mourir son papa, il a réussi, lui, enfin on l'a fait partir, et il a réussi à sortir de Leningrad, mais il a appris à l'extérieur que sa maman était morte aussi, et le livre comporte toute une série de lettres qu'il a retrouvées d'ailleurs en revenant à Saint-Pétersbourg, et qui sont
déchirante. C'est un livre qui est difficile de lire autrement que les larmes aux yeux. Merci. Alors, désormais, un second. Alors ça, ce sont des romans policiers. J'en ai deux là, qui sont des romans policiers américains. Ça ne va pas vous étonner, peut-être que je lise des romans policiers américains. Ils sont souvent remarquables, encore que ils prennent l'habitude, comme les Français d'ailleurs aussi, d'être très gros, puisque je crois que Granger vient de sortir un roman policier de 800 pages. Bon. Oui. Mais les romans policiers ne sont pas aussi modestes qu'on peut le croire. Et en particulier ces romans policiers américains, celui de Mark Sprague, Le fruit de la trahison, qui parle de l'Ouest américain, et Saul Black, qui est lecture d'une leçon d'un tueur, décrivent la société américaine d'une telle sorte, d'une telle manière, que quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'êtes pas dépaysé, parce que en fait, vous avez intégré la sociologie américaine. Et c'est ce qui est passionnant. Il faut reconnaître qu'il y a... La littérature policière n'est pas du tout une littérature de second ordre. Par sa profondeur, quelquefois, et sa qualité, puis ils explorent tout de même des espaces sombres de la personnalité des uns et des autres. Et le fonctionnement des différents services de sécurité, de protection de la société, que sont les services de la police et de la justice. Bien alors, Paul Racine. Ah, ça c'est un... Vous avez rencontré il y a pas longtemps. Un homme de courage, parce que oui. Paul Racine vient de sortir un livre qui s'appelle « J'ai servi Pétain ». Il serait certainement mis en prison par Philippot, il n'y a pas de doute. Paul Racine, avec lequel j'ai déjeuné chez M. de Benedetti, mais qui a écrit lui un autre livre, à 101 ans. 101 ans, en pleine forme. Meilleur que moi, je dois dire. Hein. Il était très très fringant, un petit peu dur d'oreille, mais sous cette réserve, il rappelle, nous avons conversé, et il a confirmé bien sûr ce qui est écrit dans ce livre, il est le dernier secrétaire particulier du maréchal Pétain, dont il faut quand même se souvenir que les différents présidents de la République faisaient déposer une gerbe sur sa tombe, y compris, au moins au début, François Mitterrand. Bon, il est vrai que lui, il avait une raison particulière de le faire, puisqu'il avait été décoré de la Francisque. Alors, Paul Racine est le frère de Pierre Racine, qui, lui, était le directeur de cabinet de Michel Debré. Alors, le livre est évidemment passionnant, parce qu'il montre bien que le Vichy était tout à fait germanophobe, mais on négociait avec un pays, on était un pays occupé par une armée allemande, dont je rappelle que l'effectif a été grosso modo pendant la guerre d'1 million de militaires sur le territoire français. C'est énorme. C'est considérable. Et surtout que la population française était désarmée, par conséquent, elle était otage en quelque sorte, et que les Allemands disposaient d'autres otages qui étaient le 1,5 million de prisonniers de guerre qui étaient dans des camps, sans parler des gens qui étaient déportés et qui des opposants à l'occupation et qui étaient déportés dans des camps où beaucoup mouraient. Bon, c'est la guerre terrible, une histoire que j'ai vécue, puisque j'étais un adolescent pendant la guerre, et j'en ai quelques souvenirs. Je dois dire que je suis de ceux qui pensent que la simple présence du gouvernement français, de l'État de Vichy, mécaniquement protégeait la population contre la brutalité d'une armée d'occupation en guerre elle-même, elle avait dirigé directement, en quelque sorte, avec un Gauleiter, comme ça a été le cas dans certains autres pays, mais je crois qu'il n'est pas permis de nuancer sur ces sujets-là. On doit suivre la doxa officielle de la pensée unique, sinon on est poursuivi et condamné par les tribunaux. Alors l'autre, c'est un livre coécrit par la personne qui nous recevait, qui est un ami de M. Racine, c'est Arnaud Benedetti. Et Arnaud Benedetti a écrit un livre qui s'appelle « L'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles ». En fait, c'est l'histoire des commissaires de la République, juste
à la libération, à un moment où la France est dans un véritable chaos et où il y a un risque très fort de prise de pouvoir par les communistes dans un certain nombre de régions en tout cas. Et ces commissaires de la République constituent une exception en quelque sorte à la règle républicaine, démocratique et parlementaire, et évoquent peu ou prou la dictature à la romaine, celle qui est rendue nécessaire quand la situation est tellement grave que les institutions démocratiques sont trop lentes et impuissantes à résoudre les problèmes. Et c'est ce qui s'était passé en 1940. Je rappelle, dans la débâcle de l'armée, le gouvernement, les hommes politiques sont en fuite et on va aller chercher à Madrid l'ambassadeur de France, qui est le vieux maréchal qui a 85 ans, le maréchal Pétain, et les chambres et le Sénat vont à une majorité de 85% ou 90% lui confier des pouvoirs constitutionnels, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Bon, bref, de lire ça, c'est très intéressant. C'est aussi Economica, c'est la même maison d'édition que Ilya Glazunov. Dans la collection Ordre Public, ce sont des livres passionnants, bien sûr. Et alors un dernier, Président? Oui, ben, il ne nous rendra pas optimistes, celui-là. Il y a peu de raisons de l'être, d'ailleurs, car il est intitulé « Clairement, on va dans le mur ». On ne saurait dire mieux ce qui va se passer. Alors, je cite ce blanc, 360 impôts et taxes en France, 400 000 normes et 10 500 lois, 2 millions de jours de grève par an, 103 aides sociales différentes, 3500 pages du Code de travail, 618 000 élus, 1851 primes, 36 000 communes, 37 régimes de retraite différents. Voilà, c'est une image de la France. Et il est évident que pour soigner, il faut d'abord analyser. Et il faut qu'il y ait un diagnostic exact pour appliquer une thérapeutique efficace. Alors il est nécessaire que les Français aient le courage d'ouvrir les yeux pour voir dans quelle situation nous nous trouvons, surtout face à la déferlante migratoire qui menace de faire, comme l'a dit Camus, le grand remplacement, c'est-à-dire d'être un jour majoritaire dans notre propre pays et aux élections, remporter la victoire et établir un gouvernement que M. Houellebecq a mis en scène d'ailleurs dans son livre Soumission, qui est une traduction du mot islam. Islam veut dire soumission, et qui est l'évocation d'un gouvernement, d'un président maghrébin, la population étant devenue majoritaire, est devenue le président de la République et va instaurer la charia. Il ne reste plus que le Front National et le rassemblement de tous les patriotes, car le Front National seul ne peut pas remporter la victoire, mais il est la flèche, il est l'éclaireur de pointe, et derrière lui se rassembleront toutes les forces nationales, des gens qui ne sont pas dans les partis politiques, mais il faut pour cela qu'il assure lui-même son unité infrangible et sa volonté d'avancer, et peut-être avec l'aide de Dieu, nous arracherons-nous à la misère qui nous est promise. Merci infiniment, Président, pour cette conclusion passionnante. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Rayons dans les tempêtes.